On arrive en juin 1940. Oui, là, à Fontaine-Galaise, il y avait un café dans le coin, dans l'angle, et un dépôt de pain. Donc, on nous envoyait chercher du pain. Et tout d'un coup, là, comme un éclair, 2 sitcars qui passent, là, tout rutilant, tout propre. Et il y avait 2 sur chaque sitcar, 2 Allemands dans chaque, habillés de gris souris, comme ça. C'était leur première tenue quand ils rentraient. Ils ont passé, et puis ils sont allés jusqu'à Port-Louis. Et puis les jours suivants, c'était des jeeps, la voiture qui passait un peu partout, là où ils pouvaient aller dans les chemins d'exploitation, là où ils pouvaient aller, ils cherchaient leur point de repère pour pouvoir s'installer. Ouais. Ah oui, c'était ça. Et ils ont trouvé Kermouilou, le point culminant. Ah ben le point haut là. Oui. D'après ce qu'on a entendu dire, c'était le point culminant sur la commune. Et avec une bonne vue sur l'Orient. Ah ben là, tout sur la rade. Oui, on va jusqu'à l'Armor-Plage et tout. Il y a une vue. Une belle vue. Pour eux, c'était intéressant. Pour eux, c'était intéressant. C'est ça qu'ils cherchaient. Quelques jours après qu'ils ont circulé par ici, on entendait un bruit d'un moteur qu'on n'avait jamais entendu auparavant. On sort pour regarder dans le taillis, là. C'était notre taillis à nous d'ailleurs. Il y avait des grands sapins dedans, immenses, comme il y avait autrefois. Et on les voyait descendre avec ce bruit-là. Ça descendait tous les 5 minutes, il y avait un arbre qui tombait. C'est scies là qu'on entendait, c'était les scies, les tronçonneuses. Oui, voilà, oui. C'était mais on n'avait jamais vu, on n'avait jamais vu ça. Et là, ils ont installé une scierie. Et à partir de ce moment-là, c'était nuit et jour. Les châtaigniers, les chênes, tout ce qui est possible, tout descendait à fur et à mesure pour trouver du bois pour faire leur baraquement. Et tout en abattant les arbres, ils se faisaient des chemins dans le taillis pour pouvoir circuler avec leurs camions. Voilà. Parce que là, à partir qu'il y avait un accès, c'était des camions de sable, de gravillon, de ferraille pour monter. Pour faire le mirador qui est là, qu'on voit, quoi. Oui, pour construire celui-là. Mais il n'y a pas que lui, il y a des abris encore en plus de celui-là. Oui. Mais c'est celui-là qui est sur le point culminant, parce que c'était la centrale téléphonique. Ouais. On était reliés à toutes les batteries qui existaient tout aux alentours, jusqu'à Garve et partout. Mais les baraquements, est-ce qu'ils étaient à côté de la tour ou beaucoup plus bas? Ah non, il y en avait pas un peu partout dans le taillis, dispersés. Il y avait même un hôpital militaire ici. Un hôpital ici. Ah bon? Ah oui. Mais pendant la purge, les civils pouvaient venir se faire soigner quand même. Parce qu'en plus des baraquements et des abris qu'ils ont fait ici, il y avait encore des abris, mais pour un moteur électrique. Oui. Il y avait 2. Nuit et jour. Pour leur fournir du courant. Voilà. Mais nuit et jour, tout le temps. Oui, c'est ça. En fait. Et puis renforcé, Ah oui, il y avait des portes de blindés dessus. C'était tout. Mais ils étaient vraiment installés pour rester tout le temps par ici. Donc ils ont fait des tranchées. Vous parliez des tranchées qui vous obligeaient à faire des détours pour emmener les bêtes. Nos champs sont là-bas, à l'entrée du village. Ouais. Mais on était obligés de passer par Canécuet, Kerguelouan, Kerkemorovan, avec nos cheptels, matin et soir. Ouais. Mais ces bêtes-là étaient fatiguées de faire au moins 3 kilomètres, tous les jours, comme ça. Avant de faire les tranchées, on voyait des camions de gens qui habillés comme n'importe comment, quoi, comme ils étaient, pas en rayon bien sûr, mais et par la suite on a su que c'était des déportés. Il y avait des Hollandais, il y avait des Polonais, et tout ça, qui s'envoyaient ici pour faire les travaux. C'est ceux-là qui ont creusé les tranchées, parce que ça partait d'ici comme la place de l'Étoile, ça partait de partout. Partout. D'une profondeur de 2 mètres. Juste un bon mètre pour travailler. Et ils étaient l'un devant l'autre, comme ça, en file indienne. Et là, ils n'avaient pas droit à de relever le dos. Il y avait la sentinelle tout le long de la tranchée qui les surveillait. Quand on allait au champ, nous autres, ils nous tendaient la main, ils imitaient la poule qui chante pour avoir des œufs. Ils mouraient de faim. Cette tranchée-là faisait combien de mètres de long, à peu près? Elle allait jusqu'à l'eau Michélite. Il y avait de téléphone, électricité, tout était dedans. Tout était dedans.
Et puis, ils ont déroulé ça ensuite dans les tranchées. Les tranchées, elles étaient creusées dans les champs? Oui. Et recouvertes après, alors? Recouvertes après. Ah oui, ils ont recouvert. Oh oui, mais on a été toute un été sans pouvoir travailler. Il fallait faire tous les détours. Voilà, oui. Ma grand-mère allait garder les vaches parmi les Alpes. Il disait rien. Ah, oui. Il disait rien. Hein? Oh non, elle allait. Il y en avait qui connaissaient le français, qui venaient lui parler. Elle passait son temps comme ça. Vous aviez peur? On a eu peur. Je ne veux pas dire avant les Allemands à ce moment-là. Ils étaient occupés à leur installation. Je ne veux pas dire à ce moment-là. C'est les Russes. Les Russes blancs. Ouais. Ils buvaient l'eau de vie à la bouteille. Ils étaient fous. Un jour, on était dans le bâtiment de la ferme, là, un dimanche après-midi. Il y avait eu un mariage dans le village, dans les hommes étaient à l'autre bout du village à jouer aux boules. Et nous, les femmes, on était toujours au travail pour ne pas changer l'habitude. Et puis, on était en train de préparer la nourriture pour les cochons, maman et ma soeur et moi. Et puis, voilà, 2 garnements comme ça, 2 Russes qui arrivent. Dans quel état? Sous, mais plus que... Fou même. Maman avait le panier de betteraves avec elle est intercalée entre un des Russes pour l'empêcher d'approcher, mais il a contourné. Alors, il y avait des pilons, vous savez bien ce moment-là. J'avais un comme ça avec moi, avec un écrou de charrette en fer. Oui. J'avais celui-là, moi, en train d'écraser la nourriture des bêtes. Mais j'ai senti une poussée d'adrénaline venir en moi, mais j'avais la force pour multiplier par 10, parce que je l'aurais assommé si je m'étais... Pour nous défendre, maman et ma soeur et moi. Alors je l'ai menacé, comme il s'était archi sous, il a eu peur, celui qui avançait le plus. Il s'est mis à reculer, l'eau l'a suivi. Alors qu'ils avaient des poignards ici, ils auraient pu... Ils auraient pu vous blesser. Oui. Heureusement et je l'ai fait sortir de la cour en reculant. Comme ça, j'ai traversé la cour, où j'étais allée chercher ma force ce jour-là. Oui, là alors, on arrive au champ de mine. Oui. C'était l'autre côté du mur, là. C'est la pelouse. C'est de la pelouse, là. Le champ de mine. Ouais. On ne pouvait pas traverser. Hein. Mais, opinion d'un voisin de l'autre ferme, là, opinion d'une maison, comme je sais, quelqu'un les a sectionnés. Et puis écrasé, dont ça faisait on pouvait penser. C'est ce que maman a fait. Elle a traversé les vergers qui sont là, et puis pris ce petit sentier-là pour travailler au champ. Mais elle a fait ça 3 fois. On était contents. Puis un beau jour, voilà qu'un sitar arrive dans la cour, dans notre cour ici. On demandait après Madame Thomas. On leur explique, il parlait bien le français. On disait qu'elle était au champ. Là. Et puis, convocation. Il nous remet le papier. Et en effet, il était à peu près 10h du matin quand ils sont passés là. Et puis, la convocation était pour 1 heure à la citadelle de Port-Louis. Jusqu'à la nuit, elle a été questionnée. Il voulait la faire se contredire. Pourquoi elle ne vendait pas du beurre, pourquoi elle avait traversé par là. Pour savoir qui avait créé ce passage. Peut-être aussi. Oui, parce qu'il y avait une raison, forcément. Et vous n'avez jamais su, en fait. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Non, on n'a pas su. On n'a pas su, non. Mais c'était pas autour de nos bâtiments à nous, donc je sais pas. On ne peut pas savoir pourquoi, quelle idée. C'est quand même quelqu'un qui connaissait le principe des champs de mine qui avait écrasé ce passage. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais on savait que c'était pas miné. On savait que tout était préparé, mais il n'y avait pas encore les mines. Ah d'accord. Elle a été libérée finalement là. Oui, ce jour-là, elle est sortie toujours. Et puis la voilà arrivée toujours, une quinzaine de jours après, encore une convocation. Ah oui. Ah, mais là, elle avait peur. Hein. Là, elle était toute pâle, toute blanche. Elle savait qu'est-ce qu'elle avait pensé. Mais c'était à la commandature de l'homme Michelic qu'elle était convoquée cette fois-là. À Talouette, il y avait une commandature. Ouais. Et là, alors, elle était réquisitionnée à peu près dans le même principe. Hein. Et puis, toujours la même chose. Et en fin de compte, quand même, un peu plus... Elle n'a pas été aussi longtemps. On lui a dit, vu de votre amputation, madame, on vous laisse sortir. Vu son amputation. Et entre-temps, encore, il y avait, comment je vous dis, des convocations qui arrivaient de la mairie pour les hommes valides dans nos villages. Ils étaient réquisitionnés pour un soir, mais ça arrivait assez fréquemment,
pour surveiller la ligne de chemin de fer. Oui. Ah bon? Parce que les FFI faisaient sauter les lignes de chemin de fer ou les fils électriques, tout ça. On a eu toutes les difficultés possibles, quoi. Oui.